Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Anthony, j'ai 17 ans maintenant, et j'en viens à la conclusion qu'entre égoïsme et simple altruisme, la ligne est très fine. Penser aux autres à travers soi, se plaire soi-même en plaisant aux autres, et enfin utiliser sa raison comme centre de toute action. Voilà de quoi créer en nous toutes sortes de confrontations. De l'inaction à la création de phases de perfection, nous pouvons y proposer toute accusation. Accuser un plongeon dans un monde sans la réelle notion d'acte de profit ou de sincérité. Quelles sont nos limites? Une peur se crée-t-elle à cause de convoitises? Est-ce symbole de destruction et de mainmise ou de raison qui intellectualise? Ne serait-ce pas signe de la création de différenciation entre nous? En tout et pour tout, confrontons, questionnons, ressentons. Alors, sommes-nous condamnés ou aptes à regagner notre sincérité? Commençons par faire un point ensemble. Entre termes qui se ressemblent et ceux qui s'assemblent, il est compliqué de tout comprendre sans que notre logique tremble. Posons rapidement des mots sur nos trois clés. L'altruiste, triste ou optimiste, amoureux, insoucieux ou consciencieux, les autres le composent par la volonté d'aider et d'aimer sans considérer ce qu'on peut lui apporter. L'égoïste, centraliste de ses propres besoins, autrui construit l'importance qu'il se porte, quitte à garder toute autre personne bien loin de lui. Maintenant, notre troisième clé, la raison. Comme médiatrice de notre conflit d'intérêts, elle dirige, lie, crée un flux des débats de nos choix. Signe d'une logique de toute source de jugement, éducation, expérience, ou alors la profondeur de nos sentiments, la médiation de nos deux premiers choix. Accorder la raison, se considérer comme en étant doté. Tout cela signifie simplement de limiter un penchant qui deviendrait trop extrême, sans elle. Soit un égoïste rejetant tout individu, soit un altruiste qui s'abandonnerait pour l'autre. Ensuite, Rémi Gaumont vient défendre la thèse selon laquelle tout être humain doit vivre pleinement sa vie pour être considéré comme altruiste. Hypothèse qui, une fois en pratique, se contredit dès que nous l'exprimons et en vient à la perte de son essence. Tout altruiste vit pleinement fait de l'être, peu importe la manière selon laquelle il se définit. Un seul questionnement de Dominique Lecourt vient approfondir et toucher notre sujet. Qu'est-ce que j'appelle altruisme, sinon un sentiment que j'éprouve et qui me procure du plaisir? Questionnement donné dans son livre L'égoïsme, faut-il vraiment penser aux autres? Il s'agit donc là de la première réponse possible pour expliquer comment un altruiste peut être considéré comme noble servant d'autrui dans le désintérêt le plus total de gloire et de plaisir pour soi. Effectivement, s'accomplir soi-même par le besoin des autres. N'est-ce pas à première vue un acte des plus égoïstes? Dans tout ça, la raison ne se retrouve-t-elle pas manipulatrice de la plus grande des contradictions? Nous nous définissons par les autres avant de nous définir par nous-mêmes. L'altruisme se définit comme étant un caractère où l'intérêt personnel prime, malgré tout. La question revient sur chacun de nous. Quand nous faisons don à une association, ou encore quand nous donnons notre sang, la bonne conscience ne nous fait-elle pas devenir altruiste? C'est un avis qui est aujourd'hui partagé par la majorité. Nous nous réduisons donc uniquement à ça? Ma satisfaction provoque l'action. Notre monde n'est que le prolongement d'engouement personnel. Le Lions Club ne serait que la réunion d'égoïstes se satisfaisant d'un plaisir égocentrique. Et pourquoi pas l'humanité? John Davison Rockefeller, le tournant de notre réflexion. Là où notre altruiste était égoïste, oui, il aidait dans l'unique but d'un bien-être personnel, notre personnage agit ici en philanthrope. Il ne trompe, ment violent, touche des considère exclus et ne maltraite personne. Seulement, la philanthropie est-elle un égal à l'altruisme? Ou plutôt, le philanthrope n'est-il pas la réelle définition que nous nous faisons de notre mot? Au-delà d'un bien-être, le partage, l'extériorisation, le dégagement d'un seul mot, un mot fort, puissant, qui nous traverse tous, l'amour. Le fort sentiment d'être, des êtres, d'aider ce qui lui semble naturel de passionner. Ce qui nous intéresse chez M. Rockefeller est la date du 30 juin 1923.
Notre philanthrope et son épouse assistent à une fête au château de Versailles. Quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit un château tombant en ruine. Les statues ploient sous le poids des années. Les parquets s'affaissent, les ors pâlissent. Sa profonde affection pour le patrimoine français crée ici un réel changement. En 1924, notre philanthrope offre 20 millions de francs pour la restauration de plusieurs éléments de notre patrimoine. 10 de ces 20 millions sont donnés pour le domaine de Versailles. Égoïsme? Bien-être personnel? Est-ce réellement raisonnable de donner autant? Si nous comparons le bien qu'il peut ressentir face à ce qu'il se dégage de lui quand il fait cette action, nous pourrons remarquer qu'il s'agit d'un égoïste bien différent de notre être de tout à l'heure. Son sentiment s'extériorise. Son amour du patrimoine français lui fait donner cet argent. Et il ne le fait pas dans l'objectif d'un grand profit moral. Notre réelle définition d'altruisme est ici. Et c'est ce que Rémi de Gourmont accuse, lui aussi. Notre changement de vision par rapport au terme employé. Le véritable altruiste est minoritaire. Son amour profond et sincère est caché par la pesanteur de l'égoïste de raison, d'altruiste trop compris. Oui, nos égoïstes cherchent la bénédiction, tandis que notre altruiste cherche des solutions. La profondeur des affections au centre d'une action réelle et sincère. Mais que se passe-t-il si nous prenons le contraire? De l'acte sincère à la mise en place du paraître. Nous allons prendre exemple sur un milliardaire que nous connaissons tous ici. Bill Gates. Avec la création de sa fondation Bill et Melinda Gates, la grande philanthropie est remise en cause. Un budget annuel de 4,5 à 4,7 milliards de dollars. Un objectif de protéger la santé, donner une éducation renforcée. Ou encore une multitude de bienfaisances qui sont transparaître un profond amour de l'humanité. Néanmoins, pourquoi est-il aujourd'hui condamné? Il est accusé de menacer directement la démocratie. Effectivement, évitements fiscaux supérieurs à ce que donne la Fondation. Un intérêt personnel dans l'utilisation de son argent. Nous pouvons prendre exemple sur sa promesse de donner 95% de sa fortune personnelle à de bonnes œuvres à sa mort. Si nous creusons un petit peu, nous découvrons qu'elles sont en fait données à des multinationales qui, elles, sont très loin de tout acte philanthropique. Je parle bien évidemment du fait de donner à McDonald's, Coca-Cola, ou encore une entreprise qui fait de plus en plus débat aujourd'hui pour ses bonnes actions pour notre chère planète, Total Energy. Bill Gates montre en fait que ce seul pourcent de la population mondiale, disposant de plus de la moitié des richesses du globe, peut remplacer le fonctionnement des États. La démocratie en est donc directement menacée par l'investissement des aides comme Bill Gates, qui permettent un développement mondial selon leur vision des choses. Pour ne prendre qu'un exemple, l'Afrique, qui est devenue dépendante aux semences brevetées, aux OGM et aux produits chimiques. Un altruiste, dont la quasi-totalité de ses actions deviennent égoïstes. Néanmoins, il ne faut pas considérer que tout altruiste possède une part d'égoïsme. Il s'agit d'un chemin de désillusion qui cherche avant tout à nous définir là où il ne faut pas. Pour finir, nous avons un grand combat. L'affirmation face à sa dérivation. L'altruiste égoïste face au philanthrope, qui lui aussi agit en altruiste. Un monde d'égoïstes dont certains ressortent en usant d'une forme de solidarité face à une sincérité incompréhensible par la puissance de ses actes. Alors, Rémi de Gourmont condamne-t-il ou accorde-t-il une chance de revenir à la véritable signification d'altruisme? Ce sont nos derniers questionnements. Là où la vie de la cité comptait avant tout, elle est aujourd'hui remplacée par la vie privée. Le questionnement revient sur chacun de nous. L'honnêteté que nous portons sur nos propres actions. Faisons-nous violence si nous nous centrons uniquement sur notre propre personne, ce qui provoquerait une condamnation humaine? Si nous l'acceptons, à tel point que l'égoïste raisonnable devient un altruiste? Ou encore si nous n'avons de cesse de revenir à un état qui nous est original, vital, inévitable? Alors oui, nous pouvons dire que l'altruiste est un égoïste raisonnable.